Vous connaissez ma fascination avec la communication, avec la psycholinguistique et vraiment tout comprendre la puissance des mots qu'on a. Mais aujourd'hui, on parle avec Laurence Bozek qui nous parle de la communication zéro déchet. C'est quoi ça, la communication zéro déchet? Mais justement, à vous de nous en parler. Bonjour et merci Laurence d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci à toi, Sarah, de m'avoir invitée. C'est très, très apprécié. Je suis ravie d'être avec toi ce matin. Good. Laurence, avant qu'on tombe dans le sujet de l'heure, que je trouve particulièrement intéressant, euh, si tu veux prendre un moment pour te présenter pour les gens, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai que ton public ne me connaît pas encore. Moi, je suis une coach professionnelle spécialisée en communication interpersonnelle, en leadership. Je suis un petit bout de femme de 5 pieds 1, je crois, qui arrive de France, qui est là depuis 7 ans au Québec avec son chum et nos 3 garçons. Et j'ai fondé, il y a 2 ans maintenant, la communication zéro déchet. Puis je suis en cours aussi de création je l'ai presque en primeur, d'un autre volet de mon activité qui va être sur le leadership durable. J'adore ça. Fait que nous, on s'est rencontrés initialement dans LinkedIn, justement avec ton concept de la communication zéro déchet. Donc, avant n'importe quoi, qu'est-ce que c'est la communication zéro déchet? Moi, c'était la question qui tue. C'est quoi ça? Alors, la communication zéro déchet, c'est une façon de communiquer qui ne pollue pas les relations. C'est une façon de communiquer qui ne produit aucun déchet relationnel. Qu'est-ce que c'est pour toi, Sarah, un déchet relationnel? Qu'est-ce qui te vient en tête quand je te parle de déchet relationnel? Ben, je dirais c'est le collatéral peut-être de l'émotion négative que je donne aux autres. C'est de ne pas prendre ses responsabilités personnelles, dans le fond, des mots que je porte et que je dis. Moi, ça irait dans cette lignée-là. Oui, et la réponse est très personnelle à chacun parce qu'on est tous, on a tous nos propres polluants relationnels, tu sais. Mais ce qui sort souvent comme réponse complémentaire, c'est tout ce qui est les non-dits, tout ce qui est les silences gênés, les propos blessants, les coups de sang qu'on regrette, tout ce qui vient polluer, donc envahir négativement la relation, c'est un déchet relationnel. Et tout comme dans le secteur de l'environnement, le déchet le plus facile à recycler, c'est celui qu'on ne produit pas. Dans la communication relationnelle, le déchet relationnel le plus facile à recycler, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc mon but avec la communication zéro déchet, c'est d'apprendre aux gens comment communiquer de façon à ne produire aucun déchet. Enfin, on n'a pas besoin de les recycler. On n'a pas besoin de... Tu sais, quand on s'emporte envers quelqu'un puis on cherche comment rattraper les affaires après, là. Moi, j'apprends à éviter ça plutôt qu'à gérer ça. Je ne suis pas dans la gestion des conflits, je suis comment on évite, comment on apprend à exprimer nos désaccords. Donc, dans la prévention, dans la proactivité. Oui. C'est ça, parce qu'un mot, un coup que je l'ai dit, un regard, un coup que je l'ai fait, le geste de tête que je fais comme... Un coup que c'est sorti, je ne peux pas le reprendre. Non. Dis-moi, j'adore parce que oui, je crois qu'on en laisse beaucoup de déchets à aller dans nos communications. Oui. Parfois, c'est intentionnel, souvent, ça ne l'est pas. Donc, dis-moi, c'est quoi les plus grandes, les erreurs ou les pièges, dans le fond, que tu vois dans lesquels les gens tombent quand vient à la communication interpersonnelle? Ben, les pièges les plus fréquents, c'est de ne rien dire et de laisser faire. Oh. Quand ils sont en position d'observation, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans la communication entre deux individus ou avec leur interlocuteur. Ils sentent comme un malaise à l'intérieur d'eux, comme il y a une émotion qui monte là, mais ils ne savent pas mettre le doigt dessus, ils ne savent pas la nommer, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, la stratégie choisie, c'est une stratégie d'évitement. Je laisse. Et qu'est-ce qui se passe quand on choisit de ne rien dire et de laisser faire? Ben, ça s'empile.
Ben Là, oui, on a un premier déchet relationnel, puis alors là, il s'empile jusqu'à ce que soit plus possible d'en empiler davantage, puis là, ça explose. Mais c'est souvent... Et puis, c'est par défaut de... C'est vraiment par manque de savoir comment faire pour gérer ça. Tu sais, les gens, ils ont cette conscience-là, ils s'aperçoivent que ça ne marche pas, comment ils gèrent ça, mais ils ne savent pas comment le faire. Ils n'ont jamais appris. j'adore ça parce que, donc, la majorité des gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est des professionnels entrepreneurs. Donc, leur business, c'est une expertise qu'eux ils ont. Donc, ça peut être des conseils. Il y a beaucoup de gens en conseil en services financiers, en fiscalité, en droit. On a des coachs également. Et souvent, je remarque, puis mes conversations avec eux vont souvent porter sur le leadership. Fait que, tantôt, je vais revenir avec une question sur le leadership durable, évidemment, sur le leadership, donc la gestion d'équipe qui est une des choses les plus difficiles. Puis ça, justement, le mettre en dessous du tapis, faire à semblant que je ne sais pas comment le traiter, cette situation-là, avec mon adjoint, mon adjointe, quelqu'un dans mon équipe. Donc, je le mets en dessous du tapis, puis je fais comme semblant que ça n'existe pas. Ça, c'est le piège le plus fréquent, oui. Quel autre piège que tu vois? Ça concerne pas mal les émotions, je trouve. Ça tourne autour des émotions. Le plus gros défi que mes clients, moi, ils rencontrent, et que ce soit des solopreneurs ou des chefs d'entreprise, hein, c'est de réussir à gérer leurs émotions et celles de leur entourage quand ça vient trop les chercher. Ça, c'est ce que j'entends le plus souvent. Et le piège qu'ils vivent par rapport à ce défi-là, c'est de négliger cet aspect-là émotionnel. Tu sais, la plupart des gens, ils sont... Et puis, on est dans une société où on met de l'avant l'intelligence rationnelle, l'intelligence intellectuelle, le cerveau qui est dans la tête, et on néglige le cerveau émotionnel, et encore plus le cerveau somatique qui est le corps. Ouais. Et donc, l'un des pièges, c'est ça, c'est qu'ils veulent régler une situation émotionnelle avec leur tête seulement. Tellement. Et ça marche pas, mais ça, je pense que toi, tu le sais. Oui. Oh, tellement. Tu sais, hier, je parlais avec un client, puis je dis, ton corps, c'est pas juste une machine pour soutenir ta tête, pour promener ta tête. Non. Donc, il y a plein, tu sais, c'est la gestion d'émotions à tous les jours qu'on fait. Avec nous-mêmes, avec notre équipe, avec nos clients potentiels, c'est toujours de la gestion d'émotions. Est-ce que tu trouves, en tout cas, là, je vais rentrer dans ton univers, mais moi, je trouve que les gens, il y a une déconnexion totale, tête-corps. Il y a comme coupure là, non, ça descend pas là. Je n'irai pas jusqu'à total. Ben, en tout cas, moi, les clients qui me sollicitent, c'est justement des personnes qui ont cette intuition-là qu'il faut reconnecter les deux. Et c'est ça qu'ils viennent chercher chez moi. Donc, ils ne sont pas en déconnexion totale, ils sont en recherche de meilleures connexions, je dirais. Je pense que ceux qui sont en déconnexion totale, je ne les croise pas, moi. Mais ils sont peut-être pas rendus là. Ben, c'est ça, ils ne sont pas rendus là. Que justement, ils ne sont pas arrivés sur ton profil sur LinkedIn pour voir c'est quoi ça de la communication zéro déchet. Ça comme ça. Jamais même computé, ça tu sais, on voit, il y arrive dans notre univers ce à quoi on est prêt à accueillir. Tout à fait. Donc, on met les choses, le non-dit, la gestion des émotions, les nôtres et les gens qui nous entourent. Tangible, là. Comment est-ce qu'on fait pour justement reconnecter puis avoir ces communications-là? C'est pas juste tout le temps d'avoir des communications difficiles. Des fois, c'est d'avoir des belles conversations, tu sais, mais d'un autre niveau. Moi, j'appelle ça des conversations de deuxième niveau. Donc, concrètement, quelle action qu'on peut prendre pour entamer des conversations zéro déchet? La première chose, c'est une prise de conscience. C'est pas encore, je ne sais pas si on peut appeler ça comme une action, mais mes clients, moi, ils viennent me chercher, souvent, ils veulent des outils. Dis-moi comment je peux faire pour. Alors, je leur réponds, je vais te donner les outils, mais quand on aura changé ton état d'esprit. Sinon, tu ne pourras pas utiliser l'outil que je te donne.
Tu sais, c'est comme de donner un marteau à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir, ça ne sert à rien. Ouais. Donc, c'est d'abord un changement de mindset, un changement d'état d'esprit. Et le changement de mindset à faire, c'est plutôt de focuser sur ce que l'autre doit changer pour que la communication se passe mieux. C'est de tourner vers soi sur qu'est-ce que je peux changer moi pour que la conversation se passe mieux. Puis je dédramatise toujours mes clients en leur disant, c'est normal que tu vois d'abord chez l'autre ce qui a changé, parce que nos yeux sont tournés vers l'extérieur. Ouais. L'être humain est fait de telle sorte qu'il doit voir ce qui se passe à l'extérieur avec ses yeux. Et moi, je te propose de tourner ça vers toi. Et c'est avec ça que mes 10 principes de communication zéro déchet, là, que les gens ils peuvent trouver facilement sur mon LinkedIn, ça sert à ça, à changer le mindset, l'état d'esprit. Puis une fois que ça c'est fait, je dis souvent, la première action que tu vas faire, c'est t'observer et apprendre à accueillir tes émotions. Je dis souvent, j'ai une petite phrase punch, c'est « Écoute tes émotions dès qu'elles chuchotent, elles n'auront pas besoin de parler plus fort. » Ouais. Les émotions, ce sont des messagers. C'est moi, je ne sais combien de fois par jour, je dis à mes clients, toutes les émotions sont saines. Toutes? Comment ça, toutes? Toutes. Puis là, les débats s'en suivent. Eh oui, mais c'est la beauté d'un dialogue aussi. Eh oui. Et à partir du moment où on croit ça, eh bien, l'action qu'ils ont à faire, ceux qui nous écoutent là, c'est vraiment de se mettre en position d'observation d'eux-mêmes, puis d'être à l'écoute de ce qui pop en eux. Tu sais, de laisser émerger tout le volet de l'intelligence émotionnelle sur lequel ils ont mis le couvercle. Et ils vont en faire de belles découvertes. Et une fois qu'ils auront accueilli ça, là, on peut passer à la deuxième étape où on donne des outils pour avoir une conversation de qualité, savoir mener une conversation difficile, savoir donner un feedback constructif à quelqu'un, savoir accueillir un feedback qui ne l'est pas constructif. Ça prend dans les deux sens. Mais cet apprentissage-là, je peux le donner, l'offrir que quand l'étape mindset et l'étape émotion a été nourrie, ouverte en tout cas. Dis-moi, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait une étape même avant celle-là, de dire la communication que j'ai envers moi-même, est-ce qu'elle est remplie de déchets? Ah ça, exactement, exactement. Tu touches du doigt le volet pollution intérieure. Oui, oui. Parce que c'est comme quelqu'un qui mange du junk food, ben quelqu'un qui se dit je suis stupide, je suis bon à rien, je suis pas bon à ci. Moi, là, je suis pas bon à ça. Là. C'est comme ça marche pas dans mon univers, là, tu sais. Fait que s'il y avait une astuce peut-être que les gens, oui, la conscientisation, de conscientiser que je suis en train de mettre du junk food dans ma propre tête. Un coup que je le fais, ça, avant même de le faire, de regarder ma communication avec les autres, cette communication intérieure-là, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? Par rapport à la communication intérieure, déjà, si la personne a conscience de comment elle se pollue toute seule, c'est de switcher ça. La phrase qu'elle se dit, la petite voix intérieure, là, je suis nulle, je suis qu'un bon à rien, de toute façon, ce que je viens de faire là, ça vaut 3 pinettes. D'avoir le réflexe de switcher ça. Non. Le cue important, c'est d'enlever le verbe être dans la phrase qui parle de soi en termes d'identité. Et là, quand on dit « je suis nul », c'est notre identité qu'on qualifie de nulle. C'est pas pour rien qu'on met le verbe être. Et de switcher ça en utilisant le verbe avoir ou faire. J'ai fait tel choix, j'ai eu tel comportement. Ça, c'était pas bien malin. Et là, je me remets pas en cause dans mon identité. Je remets en question ce que j'ai fait ou ce que j'ai eu. Et ça change beaucoup de choses au niveau de l'estime de soi. Et quand on est capable de le faire pour soi-même, on est après capable de le faire pour les autres. Et c'est l'un des outils phares pour donner un feedback constructif, par exemple. C'est qu'on ne remet pas en cause la personne dans son identité. On remet en cause ce qu'elle fait. J'adore ça parce que oui, souvent les gens mêlent ces deux choses. Donc, oui. Tu sais, quelqu'un dans leur équipe fait quelque chose, ils sont comme elle n'est pas proactive, il n'est pas proactif, ou des choses comme ça. Et c'est rattaché à l'identité de la personne, tandis que si je le décolle à ça, que je le mets dans l'action, le faire,
ben, c'est un autre ballgame complètement dans la conversation que je vais avoir. Oui, c'est de rattacher ça précisément à ce que j'ai observé. Qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, voire qu'est-ce que j'ai senti, pourquoi pas qu'est-ce que j'ai goûté, qui est à remettre en question. Et là, on est loin de remettre en question l'autre, tant qui il est. Quand tu as fait telle affaire, quand tu as dit telle chose, moi j'ai trouvé que, ce qui n'a rien à voir avec c'est donc nul ce que tu as fait là, ou bah, c'est nul ce que tu as fait, ça va encore, tu sais, tu vois, j'ai déjà switché. Oui, c'est ça, parce que là, je l'associe à qu'est-ce que la personne a fait et non qui la personne, elle est, qui est un jugement qui, tu sais, accuser ou juger quelqu'un. Ça nous ramène à une des plus grandes peurs de l'humain, c'est la peur du rejet. Oui, Donc, oui. c'est ce que je viens chercher, c'est ce que je vais chercher ça. Donc, conscientiser ce qui se passe, comment je me sens, mes émotions. Après ça, une fois que je suis conscientisée, ben, de regarder mon dialogue interne, ma conversation intérieure. C'est-à-dire, OK, est-ce que je me nourris moi-même de junk food? Est-ce que, tu sais, comment est mon propre dialogue intérieur pour, après ça, avec un dialogue qui est plus extérieur? Dis-moi, dans la communication zéro déchet, est-ce que tu regardes un coup que mes mots ils sont partis puis ont été blessants? Comment est-ce que je peux peut-être recycler? Oui, et ça c'est très important parce que personne n'est parfait là. Et quand on est surtout en période d'apprentissage, de faire autrement, forcément il y a des mots qu'on échappe. Moi-même, même si ça fait 20 ans que je communique comme ça, j'en échappe des fois parce que quand l'émotion est trop forte, des fois ça part plus fort que nous. Ben c'est oui. d'avoir l'humilité, une fois l'émotion retombée, pas sous le coup de l'émotion, après, de revenir vers l'autre. De s'excuser, aussi banal que ça puisse être. Excuse-moi, tout à l'heure, hier, j'ai pas été correcte avec toi. Je me suis emportée. J'ai eu tort et je le regrette. Et cette démarche-là, elle est précieuse parce que elle montre à son interlocuteur qu'on est capable de reconnaître ses torts, on est capable de faire preuve d'humilité, de se montrer vulnérable aussi, pas parfait. Et qu'est-ce que ça produit, ça, chez l'autre? Ça lui donne l'autorisation de faire la même chose envers nous. Et c'est ce qui permet de recréer de l'humanité entre les individus. Et ça, je le dis surtout quand il y a un lien hiérarchique. C'est au supérieur hiérarchique de faire cette démarche-là en premier vis-à-vis d'un employé. Et de lui dire, ben, ça marche dans les deux sens pour rétablir une relation d'humain à humain. Et encore plus quand... Parce que là, la question, c'était quand ça part et que je pollue... J'ai pollué l'environnement. Alors que je ne le voulais pas. Ouais. Mais c'est aussi des fois, quand quelqu'un nous pollue, tu sais, on se prend un propos agressif, on ne comprend pas d'où ça vient, on ne voit pas ce qu'on a à se reprocher, tu sais, ça nous tombe dessus, on ne s'y attendait pas. Là. Oui. Ça, moi, je trouve que les gens ont presque plus besoin d'apprendre à recevoir ça, puis à le gérer, que l'autre. Parce que la plupart du temps, les gens, quand ils reçoivent un propos, par exemple, agressif, ils se mettent en mode défense, ils se sentent attaqués, donc le réflexe naturel, ils se mettent en mode défense, puis donc ils attaquent à nouveau, puis là, c'est un cercle vicieux. Oui. Donc apprendre à se déconnecter, là, et à pas être en mode réactif, mais en mode actif. La différence entre les deux, c'est quand tu es en mode réactif, quand tu es en réaction contre quelqu'un, tu réagis par rapport à ce qui vient de se passer ou par rapport à ce qui s'est passé il y a un moment. L'idée, c'est d'entrer en mode action, en mode actif, et quand tu es en mode action, tu es dans le temps présent pour préparer le futur. Donc, on n'est pas dans le même univers. Fait que t'es plus intentionnel. Beaucoup plus intentionnel. Pour réussir à faire ça, c'est là où la prise de conscience est importante, c'est d'avoir le réflexe de dire, OK, je suis pas, c'est le principe de co-responsabilité dont je parle énormément, je ne suis pas responsable du propos agressif que je reçois, je suis responsable de ce que j'en fais. Tellement. Tellement. Puis ça s'applique dans plein de facettes de notre vie, on s'entend. Oui. Il arrive quelque chose, c'est pas qu'est-ce qui arrive, c'est comment je réagis ou j'agis intentionnellement par rapport à cet événement-là. Oui.
Parce que c'est là aussi, puis là, je vais t'amener sur le leadership durable, c'est là aussi comme leader où on a une responsabilité aussi de ça l'arrête. Donc, si Oui, quelqu'un nous amène puis nous déballe ses émotions, tu sais, avec, oui, c'est passé ici, il y a telle erreur, puis si nous, on le prend et on le survire d'abord puis on le donne à quelqu'un d'autre, ben, le cycle, il va se perpétuer. Fait que c'est le rôle du leader, justement, d'arrêter, mais aussi, j'aime beaucoup comment tu as dit, tu sais, c'est le rôle du leader d'aller voir, s'excuser, l'humilité, la transparence, la vulnérabilité. Qui m'amène justement, tantôt, tu me glissais un mot d'une primeur qui va s'en venir, du leadership durable. Est-ce que tu peux nous en glisser un mot? oui. Moi, je ne l'ai pas dit, mais je suis formée en programmation neurolinguistique. Mm-hmm. Et l'année passée, j'ai fait une formation auprès de Robert Dills, qui est un des plus grands noms dans le secteur de la PNL, sur le leadership génératif. Mm-hmm. Et où c'est vraiment un style de leadership pour les entrepreneurs de nouvelle génération, comme il aime à le dire, qui inclut dans son style de leadership les 3 intelligences dont on parlait tantôt. Mm-hmm. L'intelligence de la tête, du cœur, du corps, plus l'intelligence du champ, l'intelligence collective. Et en faisant cette formation, moi, ça m'a amené à développer, en lien avec la communication zéro déchet, ma propre approche du leadership, et qui est rattachée à ce que moi j'appelle l'entrepreneuriat durable, qui est un entrepreneuriat qui comporte 3 volets. Un volet contributif, rétributif et collaboratif. OK. Je crois qu'en 2021, l'entrepreneuriat, pour qu'il dure, qu'il soit pérenne dans le temps, il doit avoir ces 3 volets-là. Donc les leaders d'aujourd'hui, le style de leadership dont je fais la promotion, c'est donc issu du leadership génératif de Robert Dills, et c'est dans le but de valider ces 3 volets-là. Si tu regardes autour de toi, Sarah, les entrepreneurs que tu accompagnes, j'imagine que tu vas trouver facilement des entrepreneurs qui ont un volet contributif important. C'est tous les entrepreneurs qui ont une vision énorme et qui veulent changer le monde, pour le dire simplement, que ce soit à l'échelle de la planète, d'un pays, d'une communauté, d'un quartier, peu importe l'échelle, ils ont un esprit contributif énorme. Exact, oui. Est-ce que c'est fréquent dans ta clientèle que ceux qui ont ce volet contributif extrêmement présent, ils aient plus de mal avec le volet rétributif? C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de mal à faire croître de façon conséquente leur entreprise. Dans quel sens? Moi, ceux que je rencontre souvent, ou si tu prends, si on prenait des entreprises plus grosses ou plus connues, là, Robert Dills donnait par exemple un exemple de 3 entrepreneurs qui sont partis en affaires ensemble je sais pas, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, qu'il a accompagné comme coach. Et il disait, sur les 3, au bout de 15 ans, il y en a 2 qui ont divorcé et il y en a un qui a fini en burn-out. Qui est assez fréquent quand même. Qui est assez dans fréquent. l'entrepreneurship, oui. Et quand on regarde mes 3 volets, là, eux, ils avaient ces 2-là. Ils avaient le volet rétributif et le volet collaboratif. Ils ont eu une croissance exponentielle incroyable. Et ils étaient à 3, ils savaient comment collaborer. Mais ils avaient oublié ce volet-là contributif. Et contributif, c'est aussi l'individu qu'on est, on se met dedans. C'est-à-dire que le leadership durable, pour que mon entreprise dure, ça prend que moi, en tant qu'entrepreneur, je prenne soin de moi et je mette en place ce qu'il y a besoin de mettre en place pour que je dure. Donc, ça veut dire je prends soin de mon mental, je prends soin de mes émotions, je prends soin de mon corps, je prends soin d'avoir une vie saine et 0 déchet, je dirais. Oui, bien dans le fond, oui, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont du type très sauveur. Oui. Donc, vont donner plus que qu'est-ce qu'eux-mêmes, des fois, ont. Fait qu'à un moment donné, il n'en reste plus, là. C'est pour ça que le volet rétributif, moi, est là. Ceux qui sont dans le type que tu décris, là, eux, ils veulent beaucoup donner, ils sont entrés dans le contributif, mais ils oublient de faire rentrer de l'argent. Et puis, du coup, c'est plus trop une entreprise, leur affaire, mais c'est
un loisir ou une cause, sauf que pour pouvoir continuer de contribuer, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les caisses. Oui. Mais je crois que l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, là, ça se fait pas tout seul. Ça se fait maintenant en collaboration. Pour moi, le secret de l'entrepreneuriat de la prochaine décennie, ça va être la collaboration avec les 2 autres volets. Et quand tu as ces 3 volets-là, tu développes quelque chose de pérenne, quelque chose de durable. Évidemment, durable, moi, je le mets dans le sens de durabilité pour la planète. Pour la planète, pour les individus, pour tout ce qui nous entoure, avec cette vision, cette conscience de prendre soin de chacun et de l'environnement qui nous entoure. Bien, puis, tu sais, c'est notre rôle aussi comme entrepreneur de faire une différence dans le monde qui nous entoure, mais aussi c'est de laisser la planète, puis pas juste comme les plantes, là, pas juste l'écologie, là, mais c'est comme la planète et ses humains mieux que quand on est arrivé. C'est ça l'objectif selon moi. Tout à fait. Comme entrepreneur. Oui. Ben, tu as une vision durable de l'entrepreneuriat. Oui. Oui, moi je dis souvent à mes clients, justement, mon objectif dans la vie, c'est que mes clients n'aient pas besoin de moi. T'sais, on travaille ensemble, on collabore, on fait de la magie ensemble. Mais il n'y a pas une codépendance parce que si j'aide mon client à être justement complet, ben mon client aussi va aider d'autres gens à être complets. Oh, j'adore ça, le concept aussi du leadership durable. Puis oui, je suis d'accord, c'est vraiment là où je vois le futur justement de l'entrepreneuriat, du leadership, mais juste de l'humanité aussi s'en aller. T'sais. Donc, j'aimerais revenir à la communication zéro déchet. Est-ce que si tu pouvais nous le ramener en étapes, juste pour que les gens qui prennent des notes ou ceux qui n'ont pas pris des notes prennent des notes maintenant. Une communication zéro déchet. À quoi je veux faire attention? Puis, mon plan d'action, c'est quoi? Donc, tu as dit de 2 choses qu'il fallait faire attention. L'émotion. Oui. Et la deuxième chose à faire attention, le non-dit. Oui. Okay. Si on peut en ajouter une troisième, mais que j'ai nommée aussi, c'est de tourner la caméra vers soi. L'observation, c'est vrai. L'observation. Donc, je pense que c'est une des choses. L'intention avec la communication zéro déchet, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur devrait le prendre en considération? Ça, c'est une excellente question, Sarah, parce que je crois que c'est encore plus important aujourd'hui que ça l'était hier, même si ça l'est depuis toujours. Mais pourquoi c'est plus important aujourd'hui pour la décennie en cours que pour la précédente? Parce que dans le monde du travail, là, l'une des compétences les plus recherchées, c'est l'intelligence émotionnelle. Elle est rendue dans le 5e, dans le top 10 des compétences les plus recherchées. Oui. Alors, dans la précédente décennie, par exemple, elle n'était même pas là du tout dans le top 10. Maintenant, elle est dans le top 5. Donc, s'il y a un moment où c'est important de développer son intelligence émotionnelle et donc de développer une meilleure façon de communiquer qui produit aucun déchet, c'est vraiment, vraiment, vraiment maintenant. Mais ta question n'était pas tout à fait celle-là, me semble-t-il. Si? Oui, bien, dans le fond, c'est pourquoi pourquoi pour un entrepreneur, c'est important de justement d'avoir une communication zéro déchet. Oui, mais il y a ça par rapport à plus la décennie, mais après, un entrepreneur, c'est un leader. Donc, il est amené à côtoyer toutes sortes de personnes. Et moi, souvent, je dis à mes clients, l'objectif que j'ai avec mes clients, moi, c'est de leur apprendre une façon de communiquer zéro déchet avec les personnes qui comptent le plus pour eux, à savoir leurs clients et leurs proches. Une fois qu'on se sera occupé des clients et des proches, comment on communique mieux avec eux, on pourra s'occuper de tous les autres qui gravitent autour. Mais les 2 sphères les plus importantes, pour moi, c'est ces 2-là. Et on les met dans le sens qu'on veut. Parce que si on ne prend pas soin de comment on communique avec ses proches, c'est comme ça qu'on a des entrepreneurs qui ne focusent que sur leur business, qui négligent leur famille et qui se retrouvent en divorce ou
seul ou avec des relations personnelles catastrophiques et qui créent beaucoup de déchets, justement, et de dégâts. Et un entrepreneur qui néglige la relation et la communication avec ses clients, il a tout simplement plus de business. Donc, les deux volets sont importants. Et ça, c'est un des aspects du leadership durable, c'est de prendre en compte ce que Robert Diss appelle les différents hauts longs dans lesquels on intervient. Tu es entrepreneur, oui, tu t'occupes de ta business sans négliger ta sphère personnelle. Toi-même en tant qu'individu, mais ta sphère relationnelle personnelle. Ton couple, ta famille, tes amis, parce que ça participe de tout ton équilibre. Oui. Donc, apprendre à mieux communiquer avec les clients et les proches d'abord. On s'occupera des autres après. Tellement. Puis c'est ça, tu amènes un super point parce que souvent, oui, les entrepreneurs, on va être très axés extérieur, mais en premier, on peut s'organiser que notre écologie intérieure, avec, oui, notre famille, nos amis, mais aussi avec notre équipe, qui est comme notre famille, notre deuxième famille, mais que là aussi, la communication. Après ça, on ira voir chez les voisins. Tu sais. C'est ça. Mais prenons soin de notre territoire. Oh, Laurence, un énorme merci. Dis-moi, les gens qui veulent te trouver, c'est quoi les 10 règles justement pour la communication, zéro déchet, en apprendre plus, ils peuvent te trouver où sur le web? Le plus simple et là où je suis le plus, c'est sur LinkedIn. Et tu es là souvent et très pertinemment, de manière très pertinente, je peux en juger. Ah, merci Sarah. Et qui n'hésite pas à me faire une demande, une invitation là, personnalisée, c'est encore mieux. Et pour échanger, moi, ma porte est ouverte à tout le monde, à toute personne qui veut en savoir plus, qui veut même échanger. Sur mon profil, s'ils descendent dans ma sélection de contenu, il y a le diagramme des 10 principes de communication zéro déchet. Donc, tout le monde peut le télécharger. Tout le monde peut mettre ça déjà sur son mur. Tout le monde peut déjà avoir une première piste pour changer son mindset. Parce qu'il y a des... peut-être tu les regarderas, puis tu me diras ce que tu penses des 10 principes, si ça te fait réfléchir, puis ça t'amène ailleurs. Hein. C'est le but. Mais normalement, ça amène les gens à penser autrement et à considérer leur façon de communiquer bien différemment. Avec beaucoup plus d'envie. Génial. Fait que moi, je vais mettre les coordonnées pour ton profil LinkedIn dans la description, ton site web également dans la description. Oui, sachant que sur mon site web, s'il y en a que ça intéresse, en bas de la page d'accueil, il y a un guide à télécharger. La solution infaillible pour se faire respecter au travail. Un guide gratuit là, que je fais il y a plusieurs années déjà. Mais en le relisant, là, il est toujours aussi pertinent. Puis pour tous ceux qui cherchent comment mieux gérer leurs émotions, là, je donne 5 étapes dedans, là, pour expliquer comment mieux gérer ça dans une situation, avec un exemple dans le contexte du travail, avec un employé ou avec une équipe dedans. Donc, ils peuvent avoir ça. J'adore ça parce que même des entrepreneurs que je connais qui ont énormément de succès, ce sentiment-là de se faire respecter comme leader, moi, j'en entends parler assez souvent. Donc, c'est pas une affaire de juste les employés, non, comme leader aussi, comment je me fais respecter, puis je le fais d'une façon qui est durable. Tu sais? Oui. Donc, parfait. Je vais mettre les descriptifs là. Je crois que c'est des outils qui sont hyper pertinents, comme on dit, maintenant plus que jamais. Vraiment, aller apprendre sur la communication zéro déchet, c'est vraiment, selon moi, où la communication doit s'en aller. Oui. D'aujourd'hui. Donc, Laurence, un énorme merci d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, merci à toi, Sarah. C'est toujours un bonheur pour moi d'avoir quelqu'un qui est déjà acquise à ma cause de la communication zéro déchet puis qui va promouvoir à son tour. Définitif, je passe le flambeau et je suis dans les porte-paroles. Merci. Parfait. Merci, Sarah. J'espère que vous avez aimé nous de continuer à jaser après l'entrevue parce qu'on a beaucoup justement de points en commun au niveau du comportement humain, des patterns et justement ces mots-là et la puissance et la portée qu'ils ont. Donc, prenez le concept de la communication zéro déchet. Demandez-vous, est-ce que je suis en train de polluer, premièrement, mon environnement intérieur avec un discours interne négatif? Est-ce que je suis en train de me mettre du junk food moi-même? Et de deux, est-ce que je suis en train de polluer autour de moi avec des mots, avec des paroles, avec du non-dit, avec la gestuelle
qui pollue mon écosystème. Parce que la responsabilité sociale, c'est au-delà de l'écologie, mais c'est vraiment comme de plantes, mais c'est vraiment l'écologie humaine qui nous entoure. Donc, j'espère que vous avez aimé cette capsule. Et si vous aimeriez recevoir cette capsule-là et différents outils que j'utilise pour ma business, différentes astuces justement qui vous aident avec votre productivité, votre marketing et évidemment votre mindset, mais assurez-vous de vous inscrire à notre blog qui s'appelle aussi Le Meilleur Blog, où justement je partage avec vous des trucs, des astuces, des ressources pour vous aider à passer à un autre niveau, pas juste de succès, mais d'accomplissement. Donc, merci d'être ici semaine après semaine. Puis nous, on se voit mardi prochain. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up et abonnez-vous à la chaîne. Puis, tant qu'à être ici, regardez les autres capsules que je vous propose aujourd'hui.